premier constat, il est évident. C'est un sommet qui s'appelle Afrique-France et non pas France-Afrique. Absolument. C'est vraiment le passage finalement de la France en Afrique. Et en fait, on voit bien qu'Emmanuel Macron, lui, ce qui l'intéresse quand même, c'est plutôt l'Afrique en France. Premier chef d'État français qui se dit, tiens, peut-être que les diasporas peuvent aider finalement les Français d'origine africaine, peuvent aider la France, les Français en général à réfléchir sur leur relation ancienne avec l'Afrique. Mais vraiment, c'est un exercice de style très casse-gueule parce que finalement, Emmanuel Macron, en tant que président de la République française, il a besoin des autocrates africains parce que ce sont les Africains qui permettent à la France d'avoir un siège au Conseil de sécurité. La France, sa force, c'est finalement d'être une puissance nucléaire et d'avoir les voix des Africains qui continuent à l'appuyer. La France a le secrétariat général aux opérations de maintien de la paix. Donc, je veux dire, l'Afrique pèse énormément dans la diplomatie d'influence de la France. Les partenaires de la France, d'Emmanuel Macron, ils lui parlent moins de l'Indo, ni de l'Indonésie, ni de ce qui se passe en Indonésie ou en Chine, ni finalement des États-Unis. Il leur parle de ce qui se passe en Afrique. Et quand il y a des problèmes, on demande toujours à la France, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, c'est très casse-gueule parce que finalement, il essaye, bien évidemment, de dire à la jeunesse africaine, aux diasporas ici, c'est fini la France-Afrique. Il prend son ardoise magique, il tire l'ardoise magique sur le passé. Mais les jeunes, ils disent, mais nous, on veut parler du passé. On veut savoir qu'est-ce que c'est que cette histoire de pendant 30 ans, cette présence militaire, politique et financière qui était très, finalement, pour eux, bien sûr, très pesante, très particulière. C'était vraiment une période historique qui était quand même où la France se croyait chez elle en Afrique, avec toute une politique d'assimilation. Encore une fois, c'était une politique très particulière et du coup, les jeunes, ils veulent savoir. À 7 mois de l'élection présidentielle, c'est quoi le but d'Emmanuel Macron dans cette démarche? Il y a une double démarche. D'abord, il ne faut pas se leurrer. Emmanuel Macron, il veut tout. Ça veut dire qu'il veut en même temps effectivement avoir les diasporas, il voit les Français d'origine africaine, ce sont quand même des électeurs. Bien évidemment, il veut changer un peu il veut mobiliser un peu les diasporas parce que pour l'instant, ces compagnies, ces conseils présidentiels africains, les structures qu'il a créées pour parler aux Africains sont quand même plutôt les premiers de cordée. C'est pas les derniers de corvée des banlieues. On signale quand même que dans ces assistances, parmi les personnes invitées, il y avait donc des jeunes entrepreneurs, des sportifs. Oui, on a l'impression que l'Afrique dite pauvre n'est pas représentée dans ces... Non, pour Emmanuel Macron, c'est quand même d'abord les start-up, c'est pour les PME et autres. Mais en même temps, c'est vrai que lui, il a besoin aussi par rapport... Alors, il y a les diasporas vraiment ici sur le plan électoral, mais aussi, c'est vrai que la France est un peu, entre guillemets, en perdition en Afrique. Et la présence de l'armée française, en fait, c'est un peu un cache-misère à une présence française en déshérence avec une Afrique totalement mondialisée. On parle toujours de la Chine et autres. Mais la France, quand vous avez un pays comme le Mali, vous avez 2 coups d'État, l'armée française est là et elle n'a pas l'air d'être au courant. Donc on voit bien qu'il n'y a plus de les coopérants. Puis si vous prenez une carte du Quai d'Orsay, vous verrez que depuis la Mauritanie jusqu'au Soudan, c'est en rouge total. Il n'y a plus de Français. Les djihadistes ont déjà gagné, ils ont déjà fait fuir tous les Occidentaux de ces régions. Alors on dit aussi bien sûr qu'il y a pas mal de choses, de dossiers brûlants aussi entre la France et l'Afrique. Est-ce que c'est possible de refonder donc cette relation avec le continent africain? Il y a beaucoup de dossiers compliqués, l'Algérie, le Tchad aussi, le Mali, plus récemment. C'est beaucoup de choses à gérer pour le président. Bien sûr, parce qu'il est toujours rappelé finalement par la réelle politique. Il ne va pas changer. On ne peut pas comme ça tirer l'ardoise magique sur 30 ans de coopération, de présence française en Afrique. Et lui, il dit aux jeunes, arrêtez de regarder dans les rétroviseurs, regardons en face de nous. Sauf que on ne peut pas faire table rase comme ça du jour au lendemain de cette présence française. Ça pèse encore énormément. Et encore une fois, les jeunes Africains, ils considèrent toujours que la France, que Emmanuel Macron, pour eux, il joue un peu double jeu. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne le dit pas, mais bien évidemment que quand lui présidera le sommet de l'Europe au premier trimestre 2022, il va y avoir sans doute un grand sommet Europe-Afrique où les chefs d'État seront invités. Les chefs d'État, ils savent très bien qu'ils seront invités encore à l'Élysée. Oui, il y avait forcément une mainmise de la France sur ce territoire par rapport au passé réciproque entre le continent et la France, mais il y a aussi d'autres pays qui s'intéressent à l'Afrique, la Russie. Plus récemment, la Chine. Il faut comprendre, il faut arrêter de parler France-Afrique. Il faut comprendre que maintenant l'Afrique est mondialisée. L'Afrique est mondialisée. On parle des Russes, mais les propres partenaires européens,
comme l'Allemagne dans beaucoup de pays, maintenant est passée devant la France. La France dégringole en termes de part de marché, passée de 11% à 7% actuellement en quelques années. Donc je veux dire, c'est vrai que là, il faut sortir de la France-Afrique. L'Afrique, c'est l'Afrique monde. L'Afrique est totalement mondialisée et on parle il y a les Russes, mais il n'y a pas que les Russes. Alors, Emmanuel Macron, il fait une fixation sur la Turquie. C'est pour ça qu'il y a les problèmes avec l'Algérie. Il dit aux Algériens, mais arrêtez de penser qu'on est les anciens colonisateurs. Il y avait bien les Turcs, l'Empire ottoman. Voilà, il n'y a pas de nation algérienne, ce qui est grave. Du coup, vous avez le ministre algérien des Affaires étrangères qui descend à Bamako et qui se solidarise et qui a des mots très forts, très violents quand il dit l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais ça a été aussi le tombeau du colonialisme. Le Mali et l'Algérie, blessés tous les deux par des propos récemment tenus par le président français Emmanuel Macron, font front commun. C'est ainsi que le ministre algérien des Affaires étrangères est en visite à Bamako et où il a pu évoquer hier la nécessité de décoloniser l'histoire face à ce qu'il qualifie de faillite mémorielle. Pour Ramatan Lamara, c'est apporter la solidarité agissante de l'Algérie au Mali. Nous l'avons déjà rappelé, nos relations avec nos partenaires doivent se baser sur un respect de nos souverainetés et les partenariats doivent se nouer sur la base d'une stricte égalité. Là-dessus, nous allons vous proposer de suivre le commentaire de Yaya Konaté. C'est un émissaire qui en a gros sur le cœur et qui trouve les mots justes pour le dire. Pour le chef de la diplomatie algérienne en visite à Bamako, l'heure n'est pas du tout à la langue de bois. Unis par l'histoire et la géographie, Bamako et Alger ont aujourd'hui en commun la peine d'être vexés par des propos venant de Paris. L'Algérie solidaire du Mali dans le preuve, un juste retour de l'histoire. Les Algériens lisent dans leur livre d'histoire la contribution inestimable qu'a apporté le Mali à travers la décision souveraine du président Modibo Keïta en 1960, dès après l'indépendance du Mali, d'ouvrir à l'armée de libération nationale algérienne la frontière commune afin que notre armée de libération nationale puisse ouvrir un front contre le colonialisme pour que l'indépendance de l'Algérie, qui était inévitable en 1960 après des années de lutte et de sacrifice, que donc cette libération de l'Algérie se fasse dans le respect de l'intégrité territoriale de notre pays. Nous rappelons à qui veut bien nous entendre et entendre la voix de la raison que l'Afrique, qui est le berceau de l'humanité, est également le tombeau du colonialisme et du racisme.